Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour faire le point sur l'approche par le risque. Cette vidéo vous permettra à la fois de réviser votre baccalauréat pour les études de terminale, mais également de réviser la prochaine évaluation pour les élèves de première. Donc je vais faire le point sur l'approche par le risque. Il y aura toute une partie théorique et on va à côté de ça s'appuyer sur l'activité de travail de Cédric, que je vais commencer par vous lire. Donc Cédric, 35 ans, travaille dans un garage depuis 10 ans. Son travail consiste à préparer les carrosseries de véhicules et à les peindre. Il travaille dans la cabine de peinture mal ventilée et sans EPI en utilisant des peintures riches, notamment en pigments à base de plomb, cadmium et chrome, mais aussi en solvants volatiles. Donc, pour rappel, EPI, ça veut dire équipement de protection individuelle et solvants volatiles, c'est-à-dire des composés qui se volatiles qui vont se libérer, se propager facilement dans l'air. En consultant une brochure distribuée par le service de santé au travail, il découvre que les poussières de peinture, à la suite de ponçage notamment, et les peintures appliquées constituent un danger auquel il est exposé au cours de son travail. L'inhalation de ces produits, en l'absence de protection à long terme, a provoqué chez Cédric un cancer des poumons. Il a rendez-vous chez son médecin pour préparer un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle. Alors, première étape dans l'approche par le risque, c'est réaliser le schéma du principe d'apparition du dommage. Pour cela, on va avoir besoin de 4 définitions. La première étant la définition d'un danger, c'est-à-dire la cause capable de provoquer une lésion et ou une atteinte à la santé. Par exemple, une meuleuse avec un fil dénudé sous tension. Ça peut être encore un véhicule qui percute une personne. Donc, pour faire simple, un objet est un objet ou un comportement qui peut provoquer une blessure à une personne. Quand j'entends comportement, ça peut être par exemple des postures défavorables, des postures contraignantes ou encore le fait de soulever une charge lourde. La situation dangereuse, c'est la situation dans laquelle une personne est exposée à un ou plusieurs dangers. Donc, exposée dans le sens où la personne est à proximité, mais également dans le sens où la personne utiliserait le danger. Dans notre cas ici, avec l'exemple où la personne utilise une meuleuse avec un fil dénudé sous tension. L'événement déclencheur, c'est l'événement qui est susceptible de causer un dommage pour la santé. Donc, c'est au fait l'événement qui va faire basculer la situation causant le dommage, avec un exemple qui est juste là. Et enfin, le dommage, c'est la blessure, la lésion, l'atteinte à la santé. Par exemple, une brûlure ou l'électrisation, toujours pour rester dans notre exemple ci-bas, ici plutôt. Ok. Il va donc maintenant falloir réaliser le schéma, c'est-à-dire mettre en lien ces différents éléments dans un schéma logique. Vous devez être capable de réaliser un schéma logique mettant en lien les différents éléments que je vous ai présentés à la diapositive précédente en rajoutant l'élément personne, c'est-à-dire la personne qui fait l'activité de travail. Vous êtes libre dans le choix de votre schéma. Techniquement, à partir du moment donné, votre schéma est logique avec les différents éléments qui sont mis en lien, vous pouvez avoir les points. Néanmoins, je suis là pour vous accompagner, vous proposer des modèles qui sont un peu plus faciles à utiliser quelquefois. Alors, le schéma de gauche a l'avantage d'être plus juste, puisqu'il fait apparaître également les zones de présence et les zones de dangereuse. La zone dangereuse, pardon. Son avantage, c'est qu'il est plus juste. Son inconvénient, c'est qu'il est un peu plus compact. Il y a beaucoup d'éléments à faire apparaître. Il faut écrire à la verticale, ce qui sous-entend de faire une légende. Soit en traçant des traits, soit en mettant des petits numéros en bas à gauche de votre schéma. Donc celui-là est plus juste, mais plus compliqué à utiliser. Et celui-là de droite est moins juste, moins complet, mais plus facile à utiliser et à refaire, hein, avec des rectangles et des rectangles suffisamment grands pour pouvoir compléter. Si vous choisissez ce schéma, je mets l'accent sur le fait que les flèches que vous voyez ici en noir doivent bien venir dans l'intersection entre le danger et la personne. Lors de nos différents cours, j'ai bien mis l'accent sur le fait que qu'il faut imaginer qu'autour d'une personne, on ait une bulle d'un mètre sur un mètre, qui va représenter au final sa zone de présence. C'est ce que vous avez décrit ici, ce qui est représenté ici par la bulle. Et autour du danger, on va avoir une zone dangereuse, ok, qui est autour du danger. Cette fois-ci, la zone de danger n'est pas toujours égale à un mètre sur un mètre. Si
le danger est un fil qui est dénudé, ben on va peut-être avoir une petite zone dangereuse. En revanche, si le danger est un baril explosif, un baril qui peut exploser au contact de chaleur, et ben là, on va avoir une zone dangereuse qui est beaucoup plus ample parce qu'on va avoir des dégâts matériels et humains qui vont être également beaucoup plus élevés. Donc la taille de la zone dangereuse dépend du danger en lui-même, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Je vais choisir ce schéma pour le reste de la démonstration. Alors, on repart sur l'activité de travail de Cédric. Et au fait, on va puiser les différentes informations dans le texte pour compléter notre schéma. Donc, le danger, c'est les poussières de peinture que vous avez ici en jaune-blanc, mais également les peintures riches en blanc. Donc, lorsque vous avez quelquefois une grande activité de travail décrite avec beaucoup d'informations, il peut y avoir dans cette même activité de travail plusieurs informations qui peuvent correspondre à la même composante du schéma. Donc là, pour le danger, c'était soit les peintures riches en plomb, etc., soit les poussières de peinture. La situation dangereuse, c'est-à-dire ce que fait Cédric avec ses peintures, et ben en fait, il prépare les carrosseries de véhicules et il les peint. La personne, c'est Cédric, et l'événement déclencheur, c'est l'événement qui déclenche le dommage, c'est le fait qu'il respire les produits en absence de pays. C'est ce qu'on vous met ici, l'inhalation de ces produits en absence de protection, et on vous redit là également qu'il travaille sans protection. Et enfin, le dommage, c'est le cancer, pour être plus précis, le cancer des poumons. Ok, donc ça, c'est pour notre schéma. Vous aurez la même chose à faire au bac ou en évaluation. Vous aurez un texte plus ou moins lent dans lequel vous devrez piocher les différentes informations pour faire et compléter ensuite votre schéma. C'était notre étape numéro 1. Étape numéro 2, c'est ce qu'on appelle l'estimation du risque. Dans un premier temps, vous allez devoir estimer la gravité du dommage. Pour cela, il existe 4 niveaux de gravité. Le niveau faible où l'accident du travail ou la maladie professionnelle ne provoque pas d'arrêt de travail. Une gravité moyenne où cette fois-ci l'accident du travail et la maladie professionnelle entraînent un arrêt de travail. La gravité 3, la gravité grave, où l'AT ou MP entraîne une incapacité permanente partielle. Incapacité, ça veut donc dire que la personne n'est plus capable de faire quelque chose. Permanente, c'est-à-dire qu'elle ne va jamais retrouver sa capacité. Et partielle, c'est-à-dire qu'elle est encore capable de pouvoir faire une activité de travail. Et enfin, nous avons le dernier niveau de gravité qui est au niveau de gravité très grave avec un AT ou une MP mortelle. Tout est dit dans cette dernière définition. Ensuite, on a la probabilité d'apparition du dommage. Et là, on va s'intéresser à cette partie du document. Comme au Monopoly, on va commencer par la case départ. On va se poser une première question, c'est-à-dire la fréquence et ou la durée d'exposition au danger. Si on revient quelques minutes sur l'activité de travail de Cédric, il était écrit qu'il travaille dans un garage depuis 10 ans. C'est ce que vous avez juste là. Donc, depuis 10 ans, ça veut dire qu'il a une durée d'exposition au danger qui est longue. On va donc se positionner sur la partie basse du schéma. Ensuite, on va devoir répondre à une deuxième question qui se retrouve ici, c'est-à-dire la probabilité d'apparition de l'événement déclencheur. Et enfin, lorsqu'on a répondu à notre deuxième question, on pourra déterminer notre probabilité. Donc, on va revenir sur le cas de Cédric et on obtient cela. Le cancer des poumons est une maladie qui est mortelle, qui peut entraîner la mort, donc la gravité du dommage est très grave. Je vous ai dit il y a quelques instants que Cédric travaille depuis 10 ans dans la boîte, dans son entreprise, dans son garage. Ça se situe donc au niveau d'une durée d'exposition qui est longue. Et enfin, la probabilité d'apparition de l'événement déclencheur est élevée. On obtient donc une probabilité d'apparition du dommage qui est très probable. Je mets l'accent sur cette étape. Probabilité d'apparition de l'événement déclencheur. Pour répondre à cette question, il faut revenir à votre schéma. Donc, dans notre cas, l'événement déclencheur, c'est l'inhalation des produits en absence de pays.
Est-ce que le fait que Cédric travaille avec des poussières de peinture sans EPI, est-ce que le fait que ces produits rentrent dans son nez, est-ce que cela a une probabilité qui est élevée ou faible? Bien évidemment, s'il ne possède pas d'EPI, on a une probabilité qui est élevée et donc on arrive bien à ce niveau de probabilité. Ok, ça c'était pour l'étape 2, c'est-à-dire l'estimation du risque. Étape 3, il va falloir faire ce qu'on appelle l'évaluation du risque. Il va falloir mettre en relation les informations que nous avons obtenues à la question précédente. Deux types de schémas. En première, on va utiliser plutôt ce schéma-là, et en terminale, on utilisera plutôt celui-ci. Mais les deux s'utilisent de la même façon. En ordonnée, vous avez la gravité, et en abscisse, vous avez la probabilité. Donc, si on revient au cas de Cédric, on va au fait faire converger les informations que nous avons obtenues à l'étape précédente pour pouvoir lire le graphique à l'aide de la légende. Donc, dans notre cas, nous avons, dans le cas de gauche, on fait converger les informations, on arrive sur une case orange. La légende est simple, on nous dit que si on arrive sur cette partie du schéma, la réduction du risque est prioritaire. Dans l'utilisation de ce schéma-là, on converge, on voit qu'on a une case rouge, on arrive sur la légende qui nous dit que c'est une priorité à faire d'urgence. À quoi sert cette étape? Le jour où vous serez chef d'entreprise, lorsqu'on va ouvrir sa boîte, même un peu plus tard, on n'a pas forcément l'argent, le temps, les moyens de protection nécessaires pour pouvoir répondre à tous les dommages présents dans une entreprise. Il va donc falloir hiérarchiser, classer les dommages présents dans notre entreprise en fonction de la dangerosité de ceci. Au plus on a un risque qui est prioritaire, au plus il devra être traité rapidement et inversement. C'est à ça que sert cette étape. Au-delà du fait de vous faire réfléchir pour les études de travail, elle permet entre autres à un patron, à une personne de classer les différents risques dans son entreprise. Ok, ici, pas de grande difficulté, il suffit de faire converger les informations. Enfin, dernière étape de l'approche par le risque, il faut bien proposer des mesures de prévention pour la situation donnée. Pour rappel, il y a 3 niveaux de prévention. Le niveau 1, avec le niveau dans lequel on va réduire ou supprimer le danger, c'est-à-dire si on se focalise sur ce schéma. Supprimer ou réduire le danger, donc si on supprime le danger, on supprime également la zone dangereuse, on supprime également la situation dangereuse, et vous l'aurez compris, on supprime tout ce qui s'ensuit. Le niveau 2, c'est ce qu'on appelle la protection collective ou individuelle. Dans le niveau 2, je supprime ou je réduis le dommage. Lorsque je porte mon masque chirurgical, je ne supprime pas le danger qui est le Covid-19. Je protège, j'empêche le dommage, je réduis le dommage, j'empêche le danger de pénétrer à l'intérieur de moi, mais je ne supprime pas le danger. Le Covid-19 est toujours présent dans la pièce, par exemple. Lorsque je porte des chaussures de protection, si une charge lourde de 50 kg me tombe sur les pieds, même si j'ai les chaussures de protection, ma charge fait toujours 50 kg. Je n'ai donc pas réduit le poids de ma charge. Je n'ai donc pas réduit le danger. Donc, il est important de comprendre que dans le niveau 2, je supprime uniquement le danger, voire je le réduis. Et enfin, on a le niveau 3 où je forme et j'informe le salarié sur le fait qu'il y ait une situation dangereuse, par exemple. Donc, informer, ça va être par exemple le cas de certaines affiches. Par exemple, de mettre un masque chirurgical lorsqu'on rentre dans la pièce. Ça peut être une affiche sur la conduite à tenir en cas d'incendie. Ça, c'est pour les informations. Et enfin, formation, c'est-à-dire qu'on va former les personnes à mettre en place des gestes. Mais bon, c'est uniquement une formation. On n'est pas sûr que la personne reproduise les gestes à l'identique et ces gestes ne permettront pas de tout régler. Donc,
Si on résume, on a 3 niveaux de prévention. Le plus efficace est le niveau 1 et le moins efficace, c'est le niveau 3. Vous le voyez, lorsqu'on compare nos 3 schémas, on voit bien que dans le niveau 1, on a supprimé le plus d'éléments appartenant au principe d'apparition du dommage, au schéma du principe d'apparition du dommage. Donc là, c'est flagrant que le niveau 1 est le plus efficace, que le niveau 3 est le moins efficace et que donc le niveau 2 est un niveau de prévention qui est plutôt intermédiaire. Donc, juste pour terminer, on va essayer d'appliquer ces 3 niveaux de prévention à la situation de Cédric. Donc, dans le cas de Cédric, pour le niveau 1, on aurait par exemple le fait de supprimer les peintures cancérigènes ou en choisir des moins dangereuses. Pour le niveau 2, on aurait la protection individuelle avec le fait de porter un masque pour filtrer les poussières. Et pour la protection collective, on aurait par exemple un système de ventilation qui permettrait de dissiper plus facilement les poussières. Et enfin, dans le niveau 3, on aurait la brochure d'information qui explique, entre autres, les risques qu'il y a à travailler en présence de poussière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre ou de réviser l'approche par le risque.